Et l'inventaire du pays, c'est ce qu'on appelle, c'est le septième point, les audits de toute entreprise du pays. Donc, il faudra auditer la banque, il faudra auditer l'armée, comment on gère l'armée, il faudra auditer comment on gère la présidence, comment on gère les institutions, comment on gère la constitution, les salaires du conseil constitutionnel, tout doit être audité. On doit revoir les fiches de paye de tout le monde. Donc, c'est un grand travail qui se fait. C'est pour cela que quand nous vous proposons, dans notre cas, la seconde conférence nationale, je ne suis pas bien compris, justement, parce que les gens ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question. Ils entendent un titre, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et comme ils n'ont pas la capacité, l'enthousiasme de lire d'abord l'auteur d'un ouvrage avant de parler, ils commencent déjà à parler. Tu vois, on a écouté, on a fait du travail sur la place de Paris pour savoir qu'est-ce que les gens savent sur la conférence nationale souveraine. Cependant, nous nous sommes rendus compte que ceux qui inondent les réseaux sociaux avec leurs interventions ne connaissent pratiquement rien sur la conférence nationale souveraine. Et nous avons même compris que ceux qui ne parlent pas, ce sont ceux-là qui connaissent mieux la chose. Donc, nous allons continuer de faire ce travail pour que nous soyons sur une même longueur d'onde. Donc, lorsqu'on a audité le pays en faisant, nous utilisons le terme le plus simple, l'inventaire. C'est comme une entreprise commerciale. On fait toujours l'inventaire d'une entreprise commerciale. Et bien, c'est ce que nous allons faire. Et ça s'appelle les audits de toute entreprise. Tout ce qui s'entreprend dans le pays. Quand on parle de audit, ne pensez pas tout simplement que c'est l'entreprise commerciale ou l'entreprise industrielle ou l'entreprise administrative. C'est tout ce qui doit être audité. Même la politique doit être auditée. La médecine et tout. Donc, lorsque nous avons réussi à auditer tout cela, alors nous sommes prêts à engager le 8e point qui, à l'heure actuelle, est la corde sensible, car en effet, il sera question de la commission Vérité et Réconciliation. La commission Vérité et Réconciliation est une audience juridique non pénale. Quiconque voudrait venir déclarer en audience tout le mal qu'il a fait pour le pays ou le bien qu'il a fait pour le pays, pour lequel on lui a, par exemple, rétribué par une monnaie de singe, eh bien, il a le droit de venir s'exprimer dans le but d'obtenir le pardon en face ou vis-à-vis de ceux pour qui il a fait le mal, ceux pour qui il a été déclaré criminel ou forfaitaire. Donc, n'importe qui a la possibilité de le faire. Et à l'instar d'aujourd'hui, tous les gars qui ont fait de la politique dans nos nations ont quelque part quelque chose à dire à la population. Et lorsqu'ils ont dit à la population, il y a une réconciliation qui se fait avec les couches populaires ou les couches dirigeantes qu'ils ont lésées. Alors, à partir de ce moment-là, ils obtiennent le pardon explicite de ceux qui sont désignés comme étant ceux à qui ils ont fait le mal, et ils obtiennent aussi le pardon explicite de la nation tout entière. Il n'y a aucune poursuite judiciaire qui ne peut être faite à cause du fait que quelqu'un est venu à la commission Vérité et Réconciliation. Et l'une des nations sur la terre tout entière qui a réussi à bras le corps la réalisation de la commission Vérité et Réconciliation, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui est le modèle universel en matière de commission Vérité et Réconciliation. Non seulement pas qu'il n'y a eu qu'en Afrique du Sud où il y a eu une commission Vérité et Réconciliation, mais il y a eu des
commission vérité et réconciliation dans près de 30 nations de notre globe pour régler les contingents actuels qui minaient ces pays-là. Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est à la sortie de Nelson Mandela, n'est-ce pas, avec l'abolition de l'apartheid. C'est une commission vérité et réconciliation qui a pu amener la paix en Afrique du Sud. Et dans cette commission vérité et réconciliation, c'est vrai que c'est le Madiba, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, le président de l'Afrique du Sud de ce moment-là, qui ont reçu le prix Nobel de la paix, mais dans l'ombre, l'artisan de cela, c'était l'évêque Desmond Tutu. Donc, vous êtes en train de comprendre quelle est l'importance de l'implication aujourd'hui des hommes de Dieu dans le combat. Dans mon sens, dans ma personnalité, dans ce combat pour le Congo, mais pas seulement, parce que je ne suis pas un homme de Dieu que pour le Congo. Un homme de Dieu est universel. C'est ça. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vous proposer tout ceci avec l'esprit de quelqu'un qui voudrait que ça se libère partout. Sinon, je ferai de cela un programme pour mon pays. Personnel. Je foncerai pour vouloir être président, alors que là, je n'ai pas cette intention, parce que tant que une conférence nationale souveraine bien faite n'est pas passée pour ratisser large, pour éclairer et pour stabiliser un État, je ne crois pas que moi, être président, ça pourrait être utile. Je ne conseillerais même pas mon frère d'être président parce qu'il sera vite zigouillé car il ne pourra pas diriger. On va penser qu'il ne peut rien alors que les conditions ne sont pas réunies. Donc, la commission vérité et réconciliation est, comme le dit ce principe, une commission pour dire la vérité sur les pensées, les expressions et les actions des hommes politiques, de la société civile, des corps constitutionnels par exemple, des corps institutionnels, des corps intermédiaires, les syndicats et autres, dans leur activité nationale pour passer à la réconciliation individuelle et à la réconciliation nationale. Si vous avez réussi véritablement votre commission vérité et réconciliation, alors mettez les bouchées doubles pour parvenir à la commission vérité et justice. La justice. Alors ça, c'est l'apport du révérend Gaston Maoungou. Pourquoi il nous faut une commission vérité et justice? Eh bien, parce que sans cette commission vérité et justice, c'est quoi cette commission vérité et justice? Cette commission vérité et justice consiste à interpeller des fauteurs de troubles, des criminels, ceux-là que nous reconnaissons dans une nation comme ayant été stigmatisés, épinglés, comme ayant commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques. Donc ces trois crimes-là, il ne faut jamais les laisser aux oubliettes de votre histoire. Il ne faut pas les laisser impunis. Il ne faut pas les laisser impunis. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes économiques, il faut qu'il y ait une poursuite judiciaire qui soit obligatoirement faite. Et cela, je le dis clairement, peut-être pour les gens qui pensent que... C'est pour... en fait, on fait une conférence nationale souveraine pour cacher tous ceux qui ont volé, en fait, pour laver et pour les laisser en liberté. Si j'ai entendu ça, moi. Non. Si vous faites cela, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui vous le conseillera. Non. Je pense que c'est là que tu dois parler du cas où le Congo-Brazzaville, dans sa première conférence nationale souveraine, a échoué exactement dans ce point-là. Dans ce point, parce qu'ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, poursuivre. C'est-à-dire que dans notre nation, comment se sont passées les choses?
eh bien, il y a eu une audition normale, comme tout le monde. Commission vérité, quoi, et réconciliation. Non. Il y a eu une audition. C'est-à-dire que j'explique comment se fait la conférence nationale. Les gens arrivent, tous les participants doivent faire une audition. C'est-à-dire qu'il faudrait dire quelque chose. Ça, c'est l'audition. Et après, vous allez établir des commissions. Parce que quand chacun a dit quelque chose, vous avez noté des points dont il faudrait faire une étude profonde et donner des solutions à ces points-là. Ça, c'est le travail des commissions. Parce que c'est parce qu'on a des problèmes qu'on est en conférence nationale souveraine. Exactement. On n'est pas en conférence nationale souveraine parce que tout va bien. Non, on n'est pas en conférence nationale souveraine parce que tout va bien. On est en conférence nationale souveraine parce que le pouvoir, l'autorité publique, on appelle ça... Voilà, l'État n'existe plus. L'État a été amnésié, détruit, corrompu. Donc la souveraineté du peuple n'est plus entre les mains du peuple. C'est pour cela qu'on doit aller vers une conférence nationale souveraine. En effet, pourquoi on fait une conférence nationale souveraine? On fait une conférence nationale souveraine du moment où le peuple d'une nation n'a plus sa souveraineté et que sa souveraineté qu'il a léguée à un groupe des légataires de la nation, ils ont confisqué cette souveraineté-là. Pour emprisonner la nation. Pour emprisonner la nation. Donc, il n'y a que deux possibilités de pouvoir arracher cette souveraineté. Soit vous faites un coup d'État à ceux qui ont confisqué, n'est-ce pas, le pouvoir de votre nation, et vous le remettez obligatoirement à une conférence nationale souveraine. Parce que si vous prenez le pouvoir, vous pérennisez vous aussi le coup d'État. Donc vous êtes anticonstitutionnel vous aussi. Parce que le pouvoir ayant été confisqué par un groupe de dirigeants, quand vous le remettez à la population, il faudrait créer une nouvelle république obligatoirement. C'est-à-dire faire ce qu'on est en train de proposer ici. Il faut au moins qu'il y ait une constitution. C'est ça, faire le programme. Au moins une constitution. Une réforme constitutionnelle comme l'a proposé. Oui, le BINU. Le BINU. Voilà, une réforme constitutionnelle. Donc, c'est une question de vigilance. Ou vous faire un coup d'État, changement dans la continuité, continuité dans le changement. Ou vous faites ça, ou vous faites une conférence nationale souveraine, vous appelez ceux qui ont confisqué le pouvoir, et vous faites ce qu'on est en train de faire là ensemble. Et vous les auditionnez, et ici, vous les auditionnez. Vous faites l'état des lieux, vous faites tout. Dans le cas de ce qui s'est passé dans notre pays, il fallait qu'il y ait la première phase des auditions. Donc tous les conférenciers ont fait les auditions. Et tout le monde attendait l'audition du président en place, celui qui était au pouvoir. C'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso vient faire son audition. Et les gens prennent cela comme réponse à toutes les auditions qu'ils ont faites. Voilà là où la chose a chamboulé. Eux tous avaient chacun fait une audition, c'est-à-dire qu'il a déclaré ce qu'il avait déclaré. Sassou n'est pas venu donner une réponse. Mais lui, dans son discours, il a pris le devant, il a donné une réponse et il a fait l'ouverture vers le multipartisme. Et tout le monde a acclamé. Or, lui, après qu'il ait fait son audition, il fallait qu'on prenne ce qu'il a dit, lui aussi, avec tout ce que les autres ont dit, en commission, pour tracer maintenant le nouveau chemin du pays. C'est ça. Et cela n'a pas été fait. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, parce que les auditions avaient déclaré l'auteur ou le présumé auteur des assassinats politiques en temps de paix et que le président au pouvoir était, avec la reconnaissance de l'innocence, était indexé, mais il fallait quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, une comparution au ministère de la Justice cette fois-ci. C'est ça. Pour qu'on voie un peu toutes ces rumeurs-là, toutes ces indexations, toutes ces culpabilisations-là, qu'est-ce qu'il en est réellement? Et à partir de ce moment, on pouvait retourner encore à la conférence pour dire qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous pardonnons ou nous n'allons pas pardonner? Or, pendant
cette conférence-là, celui qui avait bien instruit la conférence nationale, c'est Bernard Koléra. Okay. Il avait bien expliqué qu'est-ce qui devra se passer. Parce que c'est quand même un vieux loup de la politique dans notre nation. Cependant, les gens ne l'ont pas suivi parce qu'en fait, les gens se disaient, dès qu'on va faire, on va terminer la conférence et qu'on aura nos élections, bon, c'est sûr que c'est moi ou un tel il y aura un nouveau gouvernement, les choses vont marcher comme sur les roulettes. Dans leurs petits calculs. Dans leurs petits calculs. Toujours, jusqu'à nos jours. Et ils n'ont pas réglé la question du pays. La question du pays. Mais plutôt, ils sont devenus une forme de justice populaire contre le pouvoir en place. Alors que eux tous, ils ont participé à ce pouvoir en place-là durant tout le temps que nous avons accédé aux indépendances. C'était plus de la convoitise du Donc pouvoir. c'était très mal fait et ça n'a pu marcher. Conséquemment, le président de la Conférence nationale souveraine a déclaré que Sassou m'a dribblé. Ok. Sassou m'a dribblé, c'est quoi? Il a dit, bon écoute, comme j'ai tout assumé, maintenant, ça ne sert pas qu'on aille à une commission pour que je comparaisse, pour voir quel est mon sort. Je libéralise le pays, il y aura la paix dans le pays, il y aura les élections, et donc tout va marcher comme il faut. C'est fut là l'erreur. En matière politique, il ne faut jamais faire cela. Ok. Il faut poser des actes écrits. Chaque chose doit avoir des testaments. Pas de copinage. Pas de copinage politique. Donc, c'est pourquoi il faudra réaliser la commission vérité et justice. Bien entendu, pendant que les gens sont en train de m'écouter, ils ne sont pas d'accord. Eh bien, la maturation politique, si nous l'avons, elle doit s'exprimer ici. Parce que nous tous sur cette terre, nous savons qu'il faudrait apprendre de nos erreurs du passé. Exact. Il ne faut pas oublier nos erreurs du passé de crainte de les reproduire. Donc, l'occasion fait le larron. Il est important que dans chaque nation où vous voulez que la dictature ne réapparaisse plus, il est absolument important que vous puissiez faire une commission vérité et justice. Et bien entendu, les leviers sont là. Lisez le livre, vous verrez quelles sont les inspirations, les suggestions, les propositions pour aboutir à réussir une commission vérité et réconciliation.